Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire Kipnos spécifique sur les modalités d'examen de la voie interne cette année. Bon, si vous nous avez rejoints, c'est que probablement vous êtes concernés par ces EVC voie interne et notamment les modalités de QCM. Alors, cette information est liée en fait à notre réflexion à tous les deux, donc Dr Mayou et moi-même. On organise des cours pour le passage des EVC d'anesthésie-réanimation depuis maintenant plusieurs mois. Et depuis l'avènement de la modalité par QCM, donc qui est paru en début d'été, on a rédigé des centaines de QCM pour pouvoir entraîner nos étudiants. Et on s'est rendu compte, enfin, en rédigeant ces QCM, déjà on s'est posé la question de qu'est-ce qui était un des QCM pertinents, et on s'est posé la question on s'est rendu compte d'un certain nombre de difficultés dans la rédaction et dans ce type d'examen très spécifique. Et donc on voulait vous faire un petit peu un retour sur notre expérience des QCM et ce qu'on a appris en fait en rédigeant des QCM et ce à quoi vous allez être probablement confronté dans quelques mois maintenant. Donc voilà, il y a quatre grandes questions que on se pose et que l'on se propose d'aborder là dans les 20 minutes qui viennent. Et évidemment, à la fin de notre temps de présentation, on vous propose de poser vos questions si jamais vous en avez. Et donc voilà un peu les grandes questions. C'est quel programme va être visé, quel type de QCM peuvent être proposés, quelle sera la stratégie de réponse, enfin, quelle est une bonne stratégie de réponse au QCM, et comment est-ce que vous allez être évalué. Concernant le programme, ce qui est dit, c'est que la voie interne comporte une épreuve unique, donc de 2 heures, qui porte sur les connaissances fondamentales. Alors, toute la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire les connaissances fondamentales? C'est extrêmement vaste. Il y a d'autres publications au journal officiel qui mentionnent les parties qui sont au programme et qui renvoient vers le programme des ECN, enfin qui renvoient vers le programme de formation interne, donc des internes en anesthésie-réanimation dans le cursus classique français. Donc, en fait, il ne faut pas se laisser berner par ce terme de fondamental. Toutes les notions qui peuvent rentrer au programme de l'internat font partie du programme. C'est pas parce que c'est fondamental qu'il y aura forcément que des questions concernant la pharmacologie ou la physiologie. C'est une question qu'on se pose souvent. On voit que dans les annales de fondamentales des EVC, lorsque c'était rédactionnel, il y avait finalement assez peu de questions qui portaient purement sur euh, de, de la pharmacologie ou purement sur de la physiologie. Il y avait beaucoup de questions qui étaient de l'ordre des connaissances pratiques ou des connaissances en anesthésie. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le programme, bah, tout simplement, regardez les annales. Il y a quelques règles, et ces règles, elles sont extrêmement simples. C'est ce qui est tombé en fondamental, en rédactionnel, tombera en fondamental, en QCM. Ça, c'est une des règles des reins des examens. Ce qui est tombé tombera. Ensuite, si vous voulez un peu plus d'aide pour savoir ce qui est tombé, sur notre site web, on a fait un recensement de toutes les questions déjà tombées qui sont rangées par thématique et qui vous donneront donc l'indication des choses qui peuvent tomber lors de l'épreuve fondamentale. Ouais, c'est un très gros travail qui a été fait donc l'hiver dernier, et c'est unique parmi les différentes. Enfin, on n'a pas trouvé ailleurs sur Internet un récapitulatif comme ça de la probabilité qu'une question tombe. Donc, Dr Mayou qui a fait ça, il a classé toutes les questions qui sont tombées par thème, par type de question, et il montre le nombre d'occurrences sur les 15 dernières années. Je pense que c'est un outil formidable pour savoir quoi réviser et sur quoi ne surtout pas faire l'impasse. Que ce soit en rédactionnel ou en QCM, il est très probable que les sujets qui tombent régulièrement soient fassent le plus d'objets de questions. La deuxième chose, c'est toutes les RFE ou recommandations de l'ASPA récentes sont à même de tomber. Sur les 2 dernières années, bah, il y en a quelques-unes, et notamment il y a
il y a une vague de recommandations. C'était le congrès de l'ASFAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation, la semaine dernière. Il y a toute une flopée de recommandations qui ont été émises la semaine dernière, avec la prise en charge du traumatisé crânien, la résection hépatique, un peu plus tôt, il y a un peu plus d'un mois, il y a eu les recommandations sur le diabète qui ont été mises à jour. Bref, tous ces sujets qui ont fait l'objet de mises à jour récentes, elles sont hyper tombables parce que du coup, le sujet est extrêmement bien cadré, les recommandations sont bien faites et c'est assez facile de faire des questions dessus. Alors maintenant, quel type de QCM peuvent être demandés? Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un QCM, on a tous rempli des QCM, que ce soit dans des magazines ou pour nos études. Mais maintenant, les QCM qui vont être proposés là pour l'examen de vérification des connaissances, comme il n'y a pas d'anal, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va tomber. Néanmoins, le CNG, le Centre national de gestion, a transformé assez récemment les épreuves maintenant il y a un peu moins de 10 ans, les épreuves de l'ECN française de rédactionnel à QCM. Et encore plus récemment, il y a eu la réforme de l'ECN en EDN. Et ça fait aussi l'objet de plein de recommandations. C'est-à-dire que les gens qui proposent les examens réfléchissent à quelles sont les modalités de questions qui vont être posées. Et sur le CNG, on peut trouver cette source qui date de 2023 ou 2024, qui propose le type de QCM qui sont validés par la conférence des doyens. La conférence des doyens, c'est la conférence des doyens des universités françaises qui sont réunis pour savoir comment on fait les examens. Et voilà ce qu'ils proposent. Donc les QCM, ça peut être une question à réponse multiple. Et dans ce cas-là, normalement, dans une question à réponse multiple, il y a 4 à 5 propositions de réponse. Et la notation se fait ce qui est proposé, hein, c'est une notation par discordance. C'est-à-dire que, vous voyez, le plus simple, c'est de voir l'exemple juste en dessous, hein, exemple QRM1, il va y avoir une question qui est posée, et puis dans les réponses, en fait, il y a réponse 1, 2, 3, 4. La correction va se séparer en réponse indispensable, réponse inacceptable, réponse vraie et réponse fausse. Bon, bah, c'est assez simple, hein. Si on coche une réponse inacceptable, on a 0. Si on ne coche pas une réponse indispensable, on a 0. Et par contre, dans les réponses vraies ou fausses, eh ben, on a plus ou moins de points. Et donc, c'est une correction donc, par discordance. Il y a 1 point s'il y a 0 discordance, 0,5 points s'il y a une discordance, 0,2 points s'il y a 2 discordances, 0 s'il y a 3 discordances ou plus. Donc finalement, en fait, on peut être avec un QCM, on peut être noté, on peut avoir entre 0 point et 1 point, enfin on peut avoir 0, 0,2, 0,5, 1 point. Et même un peu plus si c'est là c'est un exemple de 4 propositions, mais on peut avoir un peu plus s'il y a 5 propositions. Donc ça c'est la première modalité. Le QCM, il y a quelque chose d'important à voir, hein, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans les grilles de correction qui avaient pu être récupérées, il n'y avait pas de points, enfin ce qu'on appelle des pas mis zéro ou des mis zéro dans la correction des EVC. Ben, si on en croit le type d'examen de QCM, possiblement ça pourrait changer. Et ça veut dire qu'il faut surtout pas, quand vous ne savez pas, il faut surtout pas tout cocher, hein, parce que si vous cochez tout et que vous cochez un inacceptable, bah, vous perdez tous les points, quoi. Ça permet les réponses indispensables, les réponses inacceptables permettent d'éviter que les gens cochent au hasard et gagnent quand même des points. Ok, c'est toi qui voulais parler de type de Oui, question. alors, les questions à réponse unique maintenant. Dans la question à réponse unique, c'est plus simple, entre guillemets. Il y a 4 à 5 propositions qui sont toujours proposées. Et mais cette fois, c'est une correction qui est binaire, donc c'est plus simple, hein. Il y a une seule question, il y a une seule réponse par exemple, qui est fausse. Et donc, vous avez dans l'exemple qui est juste en dessous, donc question à réponse unique, énoncé question, combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Bon, bah, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne. Toutes les autres sont jugées inacceptables. Et donc là, pour le coup, on a soit 1 point, soit 0 point. La question a nombre de réponses précisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la QRP.
Dans ce cas-là, il y a 4 à 5 propositions de réponse qui est présentée. Et cette fois, on vous donne un indice en vous disant, à la fin de l'énoncé, le nombre de réponses attendues, bonnes. Dans ce cas-là, la question sera sous la forme quelles sont les voyelles trait d'union, il y a 3 réponses attendues. Bon, bah, dans ce cas-là, il faut cocher 3 réponses, pas plus, pas moins. Et par contre, il peut aussi y avoir des réponses indispensables et inacceptables dans cette modalité d'exercice. C'est-à-dire que si vous cochez, là, pour le coup, si vous cochez 3 réponses, mais qu'il y en a une qui est inacceptable, pareil, là, vous allez avoir 0 point. Donc ça, c'est le nombre de questions à réponse précisées. On vous dit combien il y a de réponses possibles. Maintenant, il y a un truc qui est vraiment très bizarre. Ça, je ne sais pas trop s'ils peuvent le faire tomber aux EVC. Donc, néanmoins, c'est possible. C'est autorisé par le CNG et ça a été validé par la conférence des doyens. C'est ce qu'ils appellent les questions à réponse multiples parmi 10 à 20 propositions, ce qu'ils appellent les QRP longues. Là, dans ce cas-là, il y a une question et derrière, il y a 10 à 25 propositions. Vous imaginez 25 propositions de réponses. Et dans ce cas-là, on vous dit le nombre de réponses attendues. C'est-à-dire parmi les 10 à 25 propositions, on va vous dire il y a 1 à 5 réponses attendues. Et dans ce cas-là, il n'y en aura pas moins, pas plus, et on vous empêchera de cocher plus de réponses. Ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Hein. Alors, quand j'étais donc chef de clinique il y a quelques années et qu'on en rédigeait pour les ECN, des types de questions-là, en général, on les rédigeait de manière, par exemple, quels sont les signes les plus attendus dans telle maladie ou quels sont les 3 examens indispensables pour le diagnostic pour la suspicion de diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc là, on mettait plein de réponses. Certaines pouvaient être vraies, mais du coup, il en fallait 3. Et donc, par exemple, on attendait l'angioscanner thoracique, la troponine, l'échographie cardiaque, ou le dédimère et l'échographie cardiaque. Et par contre, il y avait d'autres réponses qui pouvaient être justes, par exemple la scintigraphie ventilation-perfusion, l'angiographie pulmonaire. Mais comme on demandait les 3 examens les plus pertinents, et ben dans ce cas-là, il fallait cocher les 3 examens qui étaient les plus fréquemment utilisés pour le diagnostic. Voilà, je sais pas trop comment on pourrait adapter ça. C'est le type des questions, ça, c'est le type de question le plus difficile à rédiger. Pas forcément à répondre, on va répondre peut-être aussi, mais en tout cas, la rédaction d'une QRP longue, c'est vraiment très compliqué. Il faut faire passer plusieurs personnes pour être sûr que tout le monde donne à peu près la même réponse. Donc ça, je pense que c'est le moins probable que vous ayez, enfin, c'est le modalité de QCM la moins probable que vous ayez. Maintenant, question enfin, la 5e type de modalité d'évaluation, c'est les questions zone à pointer. Donc, zone à pointer, en fait, on va vous montrer une image et on va vous dire, par exemple, il faut montrer cliquer sur toutes les zones dans lesquelles il y a un saignement intracrânien, par exemple. Parce que là, on vous montre un scanner de traumatisé crânien avec un hématome sous-dural, un hématome extradural, un hématome intraparenchymateux. Et il va falloir cliquer sur toutes les zones. En fait, il y aura plein de zones cliquables sur l'image et vous ne saurez. Il faut cliquer sur la zone la plus le ou la zone les plus pertinentes. Et l'image, en fait, elle est découpée en petites vignettes et ça permet de vous attribuer des points ou pas si vous cliquez sur les bonnes zones. Donc voilà, ce document, il est disponible. Alors, on l'a pas inventé, hein, il est disponible sur le site du CNG. Si vous nous envoyez un mail, on se fera un plaisir de vous envoyer le lien vers le site du CNG. Vous pourrez le, le lire en entier. Là, on vous a donné les parties les plus pertinentes. C'est pas, j'insiste, hein, c'est pas un document qui a été rédigé pour les EVC. Néanmoins, c'est un document récent du CNG sur des modalités de QCM pour un examen national français. Donc, ça semble assez pertinent enfin, ça semble assez pertinent que le type de modalité pour les EVC à venir soit proche de ça. Très compté. En général, la rédaction des QCM, il y a beaucoup, beaucoup de QCM. Et assez vite, quand vous allez commencer à hésiter, si vous passez 2, 3, 4 minutes pour rédiger un QCM, ce temps-là, il sera très difficile à rattraper en allant plus vite sur les autres QCM. Donc, il est fortement conseillé de ne pas perdre de temps, même si la question est difficile. Il y a plusieurs stratégies à mettre en œuvre. L'une des stratégies, c'est de laisser de côté les questions très difficiles de façon à y revenir sur la fin. Il y a pas mal de méthodologies qui vous permettront de faire ça sans oublier de poser des questions, de répondre à des questions. Donc,
de noter sur votre brouillon les questions sur lesquelles vous faites l'impasse pour y revenir dans un deuxième temps. Il y a d'autres choses sur la rédaction, c'est que il faut faire très attention à bien lire les questions. Il y a souvent des pièges tels que par exemple des doubles négations, enfin des négations, quels sont les critères qui ne sont pas présents dans l'insuffisance cardiaque. Et là, la négation va être très difficile à interpréter. Il faut s'entraîner sur ce type de QCM, c'est très important, de façon à pouvoir se mettre dans le mindset de la négation et ne pas perdre de temps à comprendre l'intitulé. Il vaut mieux relire 2 fois les intitulés, même si ça prend un peu plus de temps, de façon à éviter ce type d'écueil. Et puis il y a quelques stratégies qui concernent là plus la psychologie de rédaction de ce type d'examen. Sur le plan statistique, il y a une distribution statistique différente des réponses bonnes en fonction de leur position dans un QCM. Il y a beaucoup moins de chances que la bonne réponse soit la première que la troisième. Mais ça, c'est des choses qui sont logiques, car à partir du moment où ce sont des humains qui ont rédigé l'examen, il va y avoir différents patterns, différentes façons de rédiger qui peuvent vous aider si vous êtes totalement perdu sur une question. Et un autre point qui est absolument essentiel en termes de stratégie, c'est si vous êtes un peu perdu sur une question difficile, de commencer par éliminer les choses qui sont bien évidemment fausses. Et ça vous orientera en ne laissant plus le choix que entre quelques points et de réduire le risque de faire une erreur. Donc voilà pour les techniques de stratégie de base. Les stratégies, ce sera quelque chose qu'on abordera bien sûr plus dans notre prépa et dans notre formation sur comment s'en sortir devant des QCM difficiles. Dernière type de question. Alors, comment vous allez être évalué finalement? Très probablement. Donc, ils ont décidé de faire des QCM. Enfin, c'est paru au journal officiel au début de l'été, on va dire. Je ne sais plus, juin, c'est ça. Ils vont pas probablement avoir le temps de développer une structure pour vous faire des QCM, une structure sécurisée pour faire des QCM de zéro. Et donc, l'option la plus pertinente, c'est qu'ils utilisent la structure qui s'appelle UNES, qui est la structure qui est validée enfin, dans laquelle les étudiants français qui passent les ECN travaillent. Alors non seulement maintenant dans UNES, il y a les ECN, mais il y a également un grand nombre de facultés qui font passer leurs examens dans cette structure. Et en fait, c'est là, vous avez une question qui est prise, par exemple, vous avez un QCM qui sort cet après-midi là, de UNES. Vous voyez, par exemple, vous avez la vue étudiant et la vue enseignant. J'étais sur une session UNES enseignant, donc ça permet ça permet de rédiger des QCM. Et donc, par exemple, une question isolée avec une carte de base Vincent et en vous disant A, B, C, D, E, quel est le groupe du patient, est-ce que je peux transfuser oui, non. Voilà à quoi ça ressemblera. Donc, les étudiants français, ils passent sur des iPads, mais en fait, vous pouvez également passer sur tout autre type de, de structure informatique, support informatisé, hein, ça peut être un ordinateur ou ce que vous voulez. Donc c'est très probablement cette structure-là qui va être utilisée, enfin cet environnement informatique-là qui va être utilisé, parce qu'on ne les voit pas bien développer en moins de 6 mois un truc pour lequel il n'y aurait pas de bug. Là, l'environnement informatique UNES, il a l'avantage d'être extrêmement robuste et résistant, parce qu'ils sont obligés de faire passer des examens de manière simultanée dans toute la France. La deuxième question qu'on s'est posée directement, c'est parce que nous, on est en train de faire on a fait déjà plusieurs concours blancs en format QCM. C'est le nombre de questions, le nombre de QCM qu'il y aura pour une épreuve de 2 heures. Les QCM, on peut se dire que c'est plus facile que le rédactionnel, entre guillemets, parce que c'est moins fatigant pour le poignet. Alors c'est sûr, on a juste
à cliquer plutôt que d'écrire. Néanmoins, ça demande une concentration qui est intense parce que, en fait, finalement, dans une épreuve de fondamentale, il y avait entre 18 et 22 questions. Et là, vous allez traiter, donc ça fait 18 à 22 sujets, entre guillemets, à mobiliser des connaissances sur 18 à 22 sujets. Là, ça va être énorme, hein, le nombre de sujets, ça va être beaucoup plus varié hein, par définition, parce que les QCM, c'est plus rapide chacun, mais donc du coup, ça va vous forcer à mobiliser plus de connaissances. Hein, c'est aussi l'intérêt de cet examen-là, hein, c'est-à-dire qu'ils vont, avec ce type d'examen, ils vont réussir à balayer un nombre de connaissances qui est plus importante que ce qu'ils faisaient simplement avec les épreuves rédactionnelles. Et donc en 2 heures d'épreuve, on imagine que, c'est difficile de faire plus de 1 QCM par minute, en vrai. Le temps de lire l'énoncé. Il peut y avoir des QCM très simples. Hein. Alors, je sais pas, moi, je dis quelque chose de complètement idiot, mais calculer le BMI de la patiente, bon, bah voilà, ça c'est assez facile. Hein. En 20 secondes, on a la réponse, on coche. Par contre, il peut y avoir des QCM qui sont beaucoup plus compliqués, avec des réponses plus alambiquées. Quand il y a une double négation dans la question, ça devient l'enfer pour réfléchir à la réponse. Donc, on les voit mal faire plus de 1 QCM minute. Donc, ça fait en borne basse 80 QCM, en borne haute 130 QCM pour des heures d'épreuve. C'est possible qu'ils choisissent de mettre plus de QCM pour vous obliger. Alors, ça, c'est une stratégie qui est choisie pas trop en médecine hein, habituellement, mais plutôt dans les écoles, dans les concours des grandes écoles. Il arrive que les gens fassent des épreuves qui ne soient pas finissables. C'est-à-dire qu'on met plus de QCM que réalisable. On pourrait mettre, je sais pas, 500 QCM dans l'épreuve pour essayer de voir quelle est la personne qui va être la plus rapide et qui va gratter le maximum de QCM. Bon, dans tous les cas, s'il y a beaucoup trop de QCM pour que l'épreuve soit finissable, si vous êtes confronté à une épreuve qui n'est pas finissable parce que vraiment c'est difficile, et il est probable qu'il y en ait d'autres qui soient dans cette condition-là. Et donc, il ne faut pas, comme dans tous les concours, hein, c'est pas grave si l'examen est difficile. Hein. Ce qu'il faut, c'est juste être meilleur qu'à la table d'à côté. Hein. Donc, il faut continuer de répondre au QCM jusqu'à la fin. Donc, nous, on a essayé de couper un peu la poire en deux. Dans le concours blanc qu'on va proposer là, très prochainement, début octobre, on a positionné 110 QCM avec des thèmes, tous les thèmes qu'on peut avoir en anesthésie et réanimation. Et ça nous paraît déjà difficilement finissable. Bon. On verra sur notre deuxième concours blanc en QCM si on met plus ou moins de QCM. Voilà, merci à tous pour votre attention. On est désolé pour la problématique de coupure. Et maintenant, on se tient à votre disposition pour répondre à tout type de questions, si vous en avez. Alors là, on n'est pas trop nombreux, donc si vous souhaitez intervenir à l'oral, sinon par le chat.